25 juillet 2016, je vais enfin faire la visite commentée du potager que j'ai maintes fois promise à mes lecteurs. Donc on va faire un tour, observer des choses intéressantes, des échecs aussi en cette année 2016. Mais tout d'abord, avant d'entrer, on me demande parfois pourquoi cette hideuse clôture électrique. C'est tout simplement que mon jardin étant naturel et habitant tout près d'une forêt, j'ai des visiteurs qui n'ont pas bien compris ma méthode. Il s'agit de sangliers et qui veulent absolument me retourner la terre, etc. J'ai aussi eu des biches qui appréciaient tout particulièrement mes fraisiers. Donc à la hâte, j'ai aménagé cette clôture pour pouvoir continuer à jardiner. Voilà donc pourquoi cette horrible clôture. C'est pas par un esprit obtus de propriété. Mais peut-être avant même d'entrer, un petit coup d'œil sur cet éryngium, donc un chardon bleu, qui est une plante martyre qui a plusieurs fonctions. Ses feuilles attirent très fortement les limaces, donc c'est un signal que les limaces sont actives. Les inflorescences, avant d'être joliment bleutées comme ça, attirent les pucerons noirs, donc très généralement c'est aussi mon élevage ou un de mes élevages de pucerons de façon à nourrir et attirer les coccinelles. Et une fois que c'est en fleurs, ces fleurs attirent toutes sortes d'insectes butineurs, des abeilles ou des papillons que je connais, et puis d'autres insectes de différentes tailles, des sortes de petites guêpes. Enfin, il y a toujours, là on est le matin, hein, assez tôt, il y a toujours sur cet éryngium une activité absolument débordante. Donc ceci pour dire qu'un jardin naturel, c'est aussi dans notre monde de brut un havre de biodiversité. Alors ceux qui ont regardé la vidéo Le potager du paresseux Kezako connaissent ma façon de jardiner. Les autres, je les invite à d'abord regarder cette vidéo. J'expérimente là un nouvel outil fondamental de ma méthode. Je l'ai trouvé pas mal celui-là. On peut basculer en arrière en fonction du soleil. Là, je prends le soleil en plein dans les yeux, suivant qu'on lit, etc. Et c'est pas cher. Plus sérieusement, 2016 rentrera dans les annales comme une année climatique très particulière. On se souviendra des inondations dans la région parisienne, et ici en Alsace, nous n'avons pas été épargnés, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau d'ici. Ah, ça bascule tout seul. On a eu des villages, des coulées de boue, des rues arrachées. À un moment donné, du côté de Mulhouse, l'autoroute était coupée. Donc, année catastrophique. Catastrophique pour un système comme le mien fonctionne avec les organismes vivants du sol. D'une part, des températures toujours très basses. On a eu des périodes assez longues sans dépasser les 20 degrés. Évidemment, n'incite pas les organismes du sol à travailler. Hein. C'est un peu comme si vous mettez quelque chose au frigo. C'est bien pour empêcher les bactéries et les champignons de se développer. Excès d'eau avec jusque vers le 25 juin, au point que je me suis demandé si les vers de terre n'étaient pas noyés. Je n'ai pas eu d'écoulement d'eau, hein, malgré la pente,
mais le sol saturé d'eau, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la terre, ce qui veut dire que les racines ne s'implantaient pas, ce qui veut dire aussi que la décomposition des matières organiques, qui est donc aérobie, qui nécessite de l'oxygène, ne se faisait pas. Et donc mon jardin a été jusqu'au début juillet comme scotché. Les plantes, soit certaines crevaient, et d'autres ne bougeaient pas d'un millimètre pendant des semaines et des semaines. Et puis donc depuis début juillet, des températures nettement plus agréables, et du coup tout ça s'est remis à se développer. Et donc si la saison est encore belle jusqu'en fin septembre, il y aura quand même des résultats intéressants. En tout cas, on peut observer un certain nombre de choses. C'est ce qu'on va faire maintenant d'une façon un peu moins statique. On va se promener à droite à gauche et puis je vais vous mettre quelques coups de projecteur sur des choses intéressantes, que ce soit positif ou négatif. On apprend beaucoup des échecs. Il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut améliorer, éviter cela. Un échec dont on a bien compris les causes n'est pas un échec. C'est une expérience malheureuse, mais qui nous permet la fois d'après de faire mieux et de réussir presque à coup sûr. Alors 2016 a aussi été une mauvaise année pour moi à titre personnel. À partir de début mai, un test d'effort a montré que mon cœur était en grande souffrance. Et j'ai donc connu 2 séjours en cardiologie, mi-mai et puis mi-juin, pour réparer mes coronaires. Et pendant ce temps-là, évidemment, je n'avais pas du tout la tête au jardin. Donc cela se sent aussi, je vous montrais tout à l'heure, des petits coins de friche, parce que tout simplement, je ne me suis plus projeté en avant, je n'ai plus entrepris des choses que j'avais en tête, des essais, etc. Heureusement, je vous rassure, j'ai été bien réparé. La médecine française est formidable. Et comme vous pouvez le voir, malgré la chaleur étouffante, je suis bien moins essoufflé que ce que vous pouvez voir sur mes premières vidéos, parce que mon cœur a été bien réparé. Ici, cette première parcelle à gauche en venant du bas était encore pour partie, si on prend une diagonale là juste devant vous, sur la partie gauche, une friche, mais vraiment une friche ronce, saule, chien-dent, ortie, un peu comme ce qui reste là dans le triangle chez le voisin. Je vais vous filmer ça. Voilà, vous imaginez un peu ça à très, très grande échelle, avec des broussailles encore plus hautes. Et l'autre partie, donc sur la droite, était une prairie un peu comme ce que vous voyez ici. Alors durant l'hiver 2014-2015, j'ai défriché ça. L'an dernier, sur la prairie et une partie défrichée, se trouvaient les cucurbitacées, donc potimarron, potiron, melon, etc. Le sol étant dans l'urgence couvert avec du carton, ce que je n'aime pas du tout, mais des fois il faut aussi être pragmatique. Et puis plus tard, en rajoutant les tontes de gazon. À l'automne 2015, une légère couche de BRF qui n'a pas suffi, donc surtout sur le haut de ce que vous voyez. Sur la partie basse, je n'en avais plus du tout. Et la couche étant insuffisante, au printemps, j'ai rajouté du foin et depuis quelques petits tons de gazon occasionnellement. Voilà donc pour le passé de cette parcelle, donc qui n'a jamais été travaillée selon ma façon de faire. Donc quand je dis jamais travaillé, je le répète une 42e fois, sans bêche, sans pioche, sans binette, sans grelinette, bien sûr sans motoculteur.
Et voilà ce que ça donne donc en ce moment. On a là des choux rouges qui sont en train de pommer, qui se présentent très bien. On peut voir à l'occasion que l'une ou l'autre adventice en profite, donc il ne faut pas hésiter à les arracher. Ici, nous avons des repousses de ronces. La ronce paraît spectaculaire, mais en fait, elle s'arrache en deuxième année avec une facilité déconcertante. Ici, des choux cabus, là aussi, qui sont en train de pommer, qui après avoir végété pendant des semaines, comme je l'ai dit, connaissent en ce moment une croissance explosive. Soyons néanmoins honnêtes, vous voyez ici qu'il y a d'un côté un chou particulièrement chétif. Alors je ne sais pas, est-ce que ces racines ont pourri? En grattant peut-être qu'on trouverait une galerie de râteaux-pieds, de campagnols qui ont abîmé les racines en dessous. Ou un autre phénomène. Et si vous, dans votre esprit, vous prolongez cette ligne, vous voyez qu'il y a là des manquants du côté de cette haie de Casseille qui est ici à gauche. Sans doute l'action d'un certain nombre de limaces qui sont venues par ici et qui se sont régalées de l'un ou l'autre plan. Là, on est dans le rayon chou de Milan, là aussi, un manquant juste devant le premier chou. Et sur la droite, des choux frisés, là aussi, croissance explosive en ce moment, depuis que la température du sol est remontée et que les cycles naturels se sont installés. Depuis cette année, je pratique une forme de culture associée avec une rangée comme ici du chou, puis en intercalaire une rangée de salade, du chou, salade, céleri, poireaux, etc. Donc je mélange un tout petit peu les espèces, mais très très loin de ce qui peut se faire en permaculture, etc. Donc ce sont des cultures associées par ligne, on pourrait dire. Donc ici, une autre culture associée, ce concombre qui a commencé à produire toujours la même chose. Il a végété pendant 2 mois et puis du jour au lendemain, c'est parti. Et maintenant, il fait pratiquement 1 ou 2 concombres tous les jours. Et celui-là, juste à côté, dans la même ligne, a décidé pour l'instant de continuer à végéter. On peut voir là aussi un tout petit peu en élargissant le zoom, le travail des oiseaux qui ne cessent de gratter la couverture de foin à la recherche des vers de terre. Les vers de terre sont parmi les organismes les plus riches en protéines et donc une nourriture de choix, c'est du caviar pour les oiseaux. Et donc, fatalement, quand on pratique cette façon de faire, on attire les oiseaux. Lorsque les plantes sont grandes comme ici, je m'en fous. Quand ce sont des semis, les plantules se trouvent enterrées et peuvent alors dépérir et il me faut agir. Un des signes particulièrement encourageants au niveau de l'activité du sol et particulièrement des champignons, ce sont lorsque se forment ces organes fructifères des champignons, ce qu'on appelle en science des carpophores, signe du développement sous le foin et dans la terre de ce qui s'appelle le mycélium qui forme des réseaux qui sont sans doute largement responsables de la bonne santé des choux et des salades que vous êtes en train de voir en les alimentant par les éléments minéraux qu'ils vont chercher partout. Petit coup d'œil en passant sur diverses salades qui là aussi sont énormes. Donc du coup je suis débordé, on n'arrive évidemment pas à manger tout ça et comme
je ne suis pas organisé pour faire commerce de tous ces produits. Un certain nombre vont finir en paillage et en couverture du sol. C'est un peu dommage. Là, juste devant nous, du persil qui a été, pour une fois, comme cette année, il était particulièrement difficile de semer, qui a été planté, donc produit dans des godets, des pots de yaourt recyclés et planté. Donc voilà qui reste à planter. Donc rikiki pour un 25 juillet ridiculement petit, mais dès qu'on les met en terre, maintenant que les systèmes vivants du sol fonctionnent, la croissance est exponentielle et donc je pense que d'ici fin août, début septembre, j'aurai une production phénoménale et donc on le congèlera pour en avoir durant tout l'hiver. Là, des poireaux qui ont été repiqués il y a quelques semaines, je pense début juillet. Normalement, quand on les repique, ils ont la taille d'un crayon. Ceux-là, c'était même pas une aiguille à tricoter, tellement ils étaient chétifs. Et là, on a quasiment 100% de reprise. Et depuis quelques jours, c'est aussi en train de se réveiller. Au passage ici, on voit tout de suite que dès que la couche de foin n'est pas assez épaisse, la lumière traverse et bien entendu les adventices profitent elles aussi de cette fertilité et vont connaître une croissance explosive. Donc là, je vais arracher puis rajouter un peu de foin. Surtout ne pas penser qu'on a échoué, c'est juste qu'on n'a pas mis assez de foin. Beaucoup de gens qui visitent mon jardin et qui se lancent après font cette erreur et concluent à tort que cela ne marche pas. Voilà la même scène donc en gros plan et puis je vais vous montrer que on arrache très facilement ces adventices que je laisse sur place bien évidemment puisque c'est de la matière organique fraîche. Donc en termes clairs, de la nourriture pour les vers de terre. Ce sont des éléments minéraux qui ont été prélevés et qui doivent évidemment retourner au sol. Simplement toujours bien arracher, bien secouer pour enlever la terre et laisser sur le dessus un jour où il fait assez beau. Ce soir, tout ça, ce sera comme du foin. Le foin, ce n'est pas nécessairement des graminées, elles n'ont rien de spécial. Si ce n'est qu'elles sont sèches. Donc toutes les adventices que j'arrache, y compris celles qui sont en fleurs, retournent sur le sol. Par exemple ici, ces laitrons qui ont profité du trou que j'ai dû faire dans la couverture de foin lorsque j'ai implanté ce brocoli et qui en a profité pour arriver à la lumière. Même si vous voyez qu'il y a déjà ici des fleurs, tout cela va être laissé en couverture et former non pas de la mauvaise herbe mais de la bonne nourriture pour les vers de terre et les organismes vivants du sol. Puisque nous y sommes, ces brocolis qui sont restés très très longtemps chétifs, là, sont absolument magnifiques. Et donc là, ça va être régime brocoli, brocoli et brocoli. Donc là encore, un interrant avec différentes salades et du fait de l'ouverture faite pour mettre ces salades, différentes adventices qui en profitent pour s'installer. Comme vous pouvez le voir, elles s'arrachent avec une facilité déconcertante parce que le terrain en dessous, protégé par cette couverture, est meuble, même s'il n'a jamais été travaillé. Essayez d'arracher ces mêmes adventices dans une terre que vous avez bêchée, binée, piochée, sur laquelle il y a eu des orages violents. Vous verrez que vous y laissez les racines parce que le sol est compact. Ici, donc je le répète, un sol jamais travaillé, couvert il y a 2 ans,
on arrache systématiquement ou quasi systématiquement les racines. Et donc toutes ces vivaces, comme ici le plantain, ainsi arrachées, ne repousseront plus jamais. Ensuite, il y a quelques rangées d'oignons. Alors il s'agit d'oignons qui ont été cultivés à partir de petits bulbes achetés dans le commerce, repiqués directement à travers le foin, sans autre forme de procès. Les petits bulbes ont été mis juste au niveau du sol, de façon à ce que les racines qui se développent s'enracinent dans la terre. Là, les oignons sont encore bien verts, donc on va les laisser jusqu'à ce que les feuilles commencent à jaunir. L'an dernier, une année beaucoup plus favorable, j'avais des bulbes d'une dizaine de centimètres qui se touchaient les uns les autres au moment de la récolte. Une question qui revient sans cesse est le liseron. Le liseron, la couverture de foin ne sera pas une solution. Ne comptez pas là-dessus pour empêcher le liseron qui a des rhizomes profondément sous terre de conquérir, de traverser et de conquérir les cimes en grimpant le long des autres plantes. Le liseron, je ne connais qu'une seule solution, c'est de l'arracher le plus profondément possible. Pour cela, il faut bien chercher d'où part ce liseron et je vais essayer au ras du sol d'arracher avec une partie du rhizome. Donc du coup, le rhizome qui est très profondément en terre ne va pas se recharger, puisque ces feuilles, ce sont les capteurs solaires de notre liseron. Et au contraire, il va être obligé de puiser dans ses réserves pour reconstruire l'appareil aérien, pour remettre en place ces capteurs solaires que je viens de détruire. En procédant ainsi de façon assidue pendant 2-3 ans, votre liseron va complètement régresser, voire disparaître. Là déjà, c'était une zone très très envahie. Il est déjà, comme je dis parfois, bonsaïsé, c'est-à-dire beaucoup plus petit que ce qu'il était. Je peux vous filmer le liseron là-bas près de la clôture. Voilà, donc j'arrache et comme toujours, je laisse en surface comme une nourriture pour mes vers de terre. Donc voilà ici dans cette clôture le liseron tel que la parcelle en était envahie et vous voyez que c'est tout à fait une autre affaire que le petit liseron que je retrouve après 6 mois dans ma parcelle. Donc vous voyez, ça fait tout de suite 1 mètre en quelques jours. Alors ici, quelque chose de moins positif, mais néanmoins extrêmement intéressant. Je m'écarte un peu pour que vous puissiez voir ce qui devrait être une rangée de choux-fleurs qui, si certains sont honnêtes, on va dire, sans plus, comparé à ce que vous avez vu précédemment, donc aux autres choux, reste malgré tout modeste. Et puis ici un peu plus loin, c'est carrément chétif. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, un échec, si on a compris ce qui se passe, n'est pas véritablement un échec, puisqu'il nous permettra l'année prochaine de mieux faire. Que s'est-il passé? Et bien ici, au début, il y avait, donc à la sortie de l'hiver, une couche très importante de BRF. Et je n'ai donc pas rajouté, comme je l'ai fait plus bas, du foin. Là, ce que vous voyez, c'est quelques tonnes de gazon que j'ai mis beaucoup plus récemment. J'avais repiqué à la sortie de l'hiver des laitues d'hiver qui étaient, ma foi, très belles. Et puis ensuite, j'ai mis en place ces choux-fleurs.
Et là, comme tous les autres, ils ont végété pendant la phase mai-juin, donc de temps froid et humide. Mais contrairement aux autres, je n'observe pas l'explosion que j'ai déjà plusieurs fois signalée dans mon commentaire. Pourquoi? Nous avons là une très belle image de ce qui est parfois appelé l'effet dépressif ou la fin d'azote que peut générer le BRF lorsqu'il est mis en surface en couche épaisse. En fait, ce n'est pas le BRF qui est en cause, ce sont les organismes vivants qui sont chargés de décomposer ce BRF. Face à une masse considérable de biomasse à digérer, à décomposer, ils vont se multiplier, mais ils ne trouvent pas dans la lignine, donc dans le composant de ce BRF, dans le bois, l'azote dont ils ont besoin pour construire leur ADN, leur ARN, les protéines, etc. Où vont-ils prendre l'azote pour permettre cette croissance exponentielle? Eh bien, ils vont le piquer dans le sol. Donc, ils vont prendre de l'azote minéral dans le sol, l'incorporer dans leurs cellules, en faire des protéines, etc. Et donc, ils rentrent en compétition avec les légumes cultivés, qui eux aussi aimeraient bien avoir de l'azote minéral, nitrique, et qui le trouvent beaucoup moins que là où le sol était couvert avec du foin qui est une biomasse suffisamment riche en azote pour nourrir de façon équilibrée les organismes qui se chargent de la décomposition. Donc on a là une magnifique illustration de cet effet dépressif qu'on peut trouver sur du BRF, qu'on peut aussi trouver avec de la paille, donc avec toutes les substances organiques, tous les matériaux organiques mis en surface en quantité importante, dès lors qu'elles sont pauvres en azote. Donc paille, bois, sciure, écorce, ce genre de matière va automatiquement générer une diminution de l'azote disponible pour les plantes et donc va donner la première année une croissance moins forte. Notez que cet azote n'est pas perdu, donc, puisque ces organismes, une fois que le BRF sera décomposé, n'auront plus rien à manger, ils vont mourir. Et donc eux-mêmes seront de la biomasse qui se décompose et qui, en se décomposant, va libérer l'azote qu'ils avaient emprunté. C'est pour ça que j'utilise toujours le mot emprunté. Ce n'est pas une disparition de l'azote. Simplement, dans la phase de mise en place, on a quelque chose qui est un peu négatif. Alors j'en profite, vous le verrez sur l'ensemble de la visite, entre les différentes parcelles, je maintiens des bandes enherbées, donc herbes de prairie naturelles, plantains, graminées, trèfle blanc. Dès lors qu'une allée est régulièrement tondue et piétinée, vous verrez très souvent, notamment dans des positions un peu sèches, le trèfle blanc qui s'installe, qui est donc extrêmement intéressant puisque c'est une légumineuse qui va fixer l'azote de l'air par la voie symbiotique, donc avec les bactéries associées aux racines de ces légumineuses. Quand je vais tondre et que je vais mettre ça sur les différentes planches, je récupère donc de l'azote qui était dans l'air, se retrouve dans le trèfle et finalement va se trouver sur les parcelles que j'exploite. Par ailleurs, le trèfle blanc, quand vous l'observez un tout petit peu, est une plante mellifère. Il y a très régulièrement des abeilles qui se baladent ou d'autres insectes butineurs qui se baladent de fleurs de trèfle en fleurs de trèfle parce qu'elles y trouvent le nectar qu'elles cherchent. Voilà donc pourquoi je maintiens ces bandes. Une deuxième raison, c'est que tout simplement, c'est que c'est un refuge pour
beaucoup d'insectes, des araignées, etc., des fourmis aussi, et notamment pour les carabes. Les carabes sont des insectes peu connus ou peu célèbres et qui pourtant sont extrêmement utiles, notamment si vous en voyez les carabes dorés, hein, qui ont une carapace un peu vert dorade, brillante comme ça, dorée. Ce sont des très gros dévoreurs de limaces ou de petites limaces, de limaçons et de limaces. Donc leur refuge, ce sont les prairies autour de vos parcelles, de votre jardin, et ils ont un rayon d'action d'à peu près une dizaine de mètres. Donc la nuit, ce sont des insectes surtout nocturnes, ils vont sortir de leur habitat pour faire des raids et manger, se nourrir donc, hein, ils ne font pas ça pour vous faire plaisir, mais pour se nourrir et donc manger les limaces et les limaçons. C'est comme ça que je m'explique que, mis à part donc cette période froide, humide, où les insectes n'étaient pas actifs ce printemps, je n'ai pas, mais alors pas du tout, de problème de limaces. Cela étonne toujours mes visiteurs. La première chose qui leur vient à la tête quand je leur montre la couverture permanente et les limaces. Eh bien non, je n'ai pas de limaces, mis à part donc 2016, année particulière.